Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon bilan culturel du mois de juillet. En termes de films, j'ai commencé le mois avec une séance en compagnie des acteurs du casting masculin de Peter Van Kant, le tout nouveau long métrage de François Ozon. Dans ce film, nous suivons le personnage de Peter Van Kant, un célèbre réalisateur qui va tomber sous le charme d'Amir, interprété par Halil Garbia, qui rêve de devenir acteur. Ce film, c'est une adaptation libre de la pièce de théâtre / film de Fassbinder, à ceci près qu'ici le sexe des personnages est inversé, et donc que la romance lesbienne se transforme en romance entre deux hommes. Peter Van Kant, c'est un film qui apparaît à certains moments comme du théâtre filmé, pas si surprenant lorsqu'on sait quel était le support d'origine. Le film donc se déroule en huis clos et on en voit la limite dans les dialogues. Parce que François Ozon, lorsqu'il filme les dialogues, il fait du chant contre chant. Quelque chose en somme de très classique. C'est lorsqu'il vient filmer le silencieux qu'il déploie toute sa créativité. Le film traite de la domination / de la manipulation. En somme, le couple Amir et Peter, c'est quelque chose qui est extrêmement toxique pour les deux personnages. François Ozon, il fait en sorte d'associer des vêtements, donc d'associer des couleurs de vêtements à la position qu'occupe un personnage dans le couple, c'est-à-dire que le rouge est porté par le dominé et le bleu par le dominant. Puis on a une ellipse qui va entraîner une inversion du rapport de force dans le couple, et là les personnages ont changé de tenue. Celui qui était dominé et donc qui portait du rouge va cette fois-ci porter du bleu pour montrer que désormais c'est lui qui dirige le couple en fin de compte. La seule chose que je regrette pour le film, c'est le fait que la relation ne soit pas plus aboutie, puisque après l'ellipse, le personnage de Halil Garbia se fait bien plus absent, et on se surprend en fait à certains moments comme Peter à le désirer, à avoir envie que Amir fasse son apparition, parce qu'il y a une réelle dynamique entre ces deux acteurs. Denis et Halil, ils jouent merveilleusement bien, et j'ai eu la chance donc de vivre cette séance en compagnie du casting masculin, donc avec Stéphane Crépon, Denis Ménochet et Halil Garbia, et c'était passionnant de pouvoir échanger avec eux après sur ces rôles. Un film sorti la même semaine, c'est un film de science-fiction, entre guillemets en tout cas, qui prend un contexte assez futuriste, c'est After Yang par Kogonada. Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique appelé Technosapiens. Dans la famille nous suivons, il s'appelle Yang, et il veille sur la petite Mika. Pour Mika, Yang c'est un ami, c'est un confident, à tel point qu'elle le considère même comme son frère. Sauf qu'un jour, Yang il va cesser de fonctionner, et donc on va suivre la famille dans son deuil. Comment est-ce qu'on fait pour vivre après Yang? Il est important de préciser que ces Technosapiens, ils possèdent tous une carte mémoire sur laquelle sont contenus leurs souvenirs. La particularité de ces cartes mémoire en fait, c'est que dessus, pour chaque journée, il n'y a que quelques secondes. En fait, chaque jour, le Technosapiens, il va conserver seulement quelques secondes de sa journée. Le père famille, interprété par Colin Farrell, va donc regarder les souvenirs de Yang et en parallèle tenter de le réparer. Ce qui fait qu'on a vraiment une intrigue qui se fait sur deux plans. D'un côté, la quête du père qui va essayer de réparer Yang, et de l'autre, les souvenirs de Yang que nous allons visionner. En regardant les souvenirs de Yang, donc les souvenirs dans lesquels le père de famille était présent, il va se rappeler lui-même de la manière avec laquelle il a vécu ce moment. Parce que lorsque quelqu'un décède, on est nous-mêmes envahis en fait par les souvenirs de cette personne, par les souvenirs que nous avons vécus à ses côtés. C'est pour cela que pour certains fragments de vie de Yang, on va les voir du point de vue d'une autre personne, parfois même à plusieurs reprises. Il y a des séquences qu'on va venir voir 2 voire même 3 fois. C'est pourquoi le film il est assez similaire à un souvenir dans sa réalisation, dans le sens où l'ambiance du long métrage est assez douce, mélancolique, comme un souvenir en fin de compte, et ça se voit aussi dans son montage. Il est monté comme, vous savez, comme lorsqu'on se remémore un moment. On a des petits glitches, je vais appeler ça des glitches, où en fait un personnage va répéter 2 fois la même phrase. Et vous savez, c'est comme lorsqu'on se remémore quelque chose, qu'on se souvient plus exactement de ce que la personne a dit, donc on va rejouer la scène en revenant en arrière, en mettant des phrases pour s'assurer qu'en fait oui, c'est bel et bien cette phrase-là que la personne a prononcée sur le moment. Ou bien encore une transition brutale entre 2 plans pour montrer qu'un souvenir c'est décousu, il n'y a pas vraiment de cohérence entre un moment qu'on a vécu et un autre, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est aussi brutal, voilà, comme je disais, dans ces transitions. Ou bien encore lorsque les personnages vont venir revoir une séquence, c'est la même chose que lorsqu'on revit nous-mêmes un souvenir. Dans les souvenirs de Yang, il n'y a donc que quelques secondes par jour, et c'est là qu'on vient se demander, mais finalement sur le long terme, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on garde de nos souvenirs? Qu'est-ce qu'on garde de nos journées?
Là, c'est donc fait à travers l'exemple de Yang, ça peut être une jolie fille qu'il a vue dans une soirée, c'est lorsqu'il se regarde dans le miroir, c'est sa collection de coléoptères, c'est lorsqu'il regarde la jeune Mika sourire, enfin voilà. Qu'est-ce que nous, on va garder de ces moments qu'on vit? After Yang, c'est donc un film sur les souvenirs, mais aussi sur le deuil, sur la manière avec laquelle chacun va vivre le deuil. D'un côté, on a la mère qui va essayer de passer à autre chose, le père qui lui va se plonger dans les souvenirs de Yang, c'est clairement de la nostalgie, donc on va essayer de se plonger dans le passé pour oublier que la personne n'est plus présente aujourd'hui, ou bien encore la jeune Mika, qui elle est dans le déni total, elle refuse d'accepter le fait que Yang soit parti, et demande fréquemment à le voir. Bon, on va parler d'un film qui est bien plus décevant, c'est le tout dernier Marvel, donc sorti le 13 juillet, Thor Love and Thunder par Taika Waititi. Dans ce 4e volet des aventures de Thor, nous retrouvons donc le dieu du tonnerre qui va être confronté au boucher des dieux, Gorr, qui a une seule mission en tête, exterminer tous les dieux. Taika Waititi, c'est un réalisateur personnellement que j'affectionne. J'aime beaucoup la fraîcheur qu'il a apportée au Marvel Cinematic Universe, dans le sens où il a renouvelé le personnage de Thor dans le long métrage Thor Ragnarok. Dans ce film, on avait un côté fun, un côté décalé. C'est un film qui ne se prenait pas au sérieux et qui assumait à 200% son aspect comic book. Alors forcément, Thor Love and Thunder, on s'attendait tous à avoir quelque chose de rafraîchissant, sauf qu'ici, ça sent le réchauffé. On a le sentiment d'avoir déjà vu ça, et surtout que c'est du réchauffé qui est pas forcément très bon. Ça a perdu sa fraîcheur, là où Ragnarok c'était un long métrage qui était dans l'autodérision, ici le récit se prend bien trop au sérieux, ce qui fait que les touches d'humour qu'on va avoir, elles semblent décalées, elles ne semblent pas en phase avec l'intrigue du film. On ne peut pas avoir une intrigue aussi sérieuse dans laquelle on évoque le personnage de Jane Foster, interprété par Natalie Portman, qui a un cancer, et juste après ça fait des blagues, enfin... C'est pas cohérent au niveau de l'intrigue et donc l'humour il semble forcé. De plus, Taika Waititi ne parvient pas à renouveler le personnage de Thor, on a l'impression d'en avoir fait le tour. J'ai le sentiment personnellement que le personnage de Thor n'a plus rien à nous apporter. Il serait temps, selon moi, que Chris Hemsworth il rende son armure d'Asgardien en fait, qui quitte le personnage de Thor, qu'il arrête simplement d'être dans le MCU. Ça c'est fait pour les personnages de Captain America et pour le personnage de Tony Stark. Et ça s'est très bien passé, évidemment ça a été douloureux pour les fans de leur dire adieu, mais ça évitait que ces personnages-là, leur développement narratif, tournent en rond. Disons que Captain America et Tony Stark ont quitté le MCU au bon moment. Ils ont quitté avant que le spectateur s'en lasse, et malheureusement ça commence à être le cas pour le personnage de Thor. En revanche, gros point positif du film, et c'est vraiment pour moi mon élément favori, c'est le personnage de Christian Bale, donc Gorr, le boucher des dieux, qui est assez différent des méchants qu'on a l'habitude de voir. Alors c'est quelque chose que Marvel fait de plus en plus ces derniers temps, c'est humaniser ses vilains. Montrer que s'ils sont comme ça, c'est pour une certaine raison, qu'il leur est arrivé un élément dans leur vie qui les a poussés à basculer vers le côté obscur. Ça évite aussi ce côté manichéen qu'on pouvait avoir auparavant. Avec d'un côté donc les méchants vraiment méchants, et d'autre côté les gentils vraiment gentils. Autre film sorti la même semaine, donc le 13 juillet, c'est La Nuit du 12 par Dominique Moll. Chaque membre de la police judiciaire est tenté par une enquête qui n'est pas parvenue à résoudre. Dans le cas de Johan, c'est le meurtre de Clara, une jeune femme qui a été immolée. Dans ce film, on suit donc l'enquête menée par Johan afin de comprendre qui a tué Clara. Un carton le dit directement en introduction du film, il s'agit d'une enquête non résolue. Par conséquent, il ne faut pas s'attendre à avoir une finalité. Le film dure 1h50 et je peux vous assurer qu'on ne le voit pas passer. En fait, le long métrage vient accrocher par son suspense, ce qui est assez étrange en sachant que nous n'aurons pas de conclusion, qu'on ne saura pas qui est le coupable, mais pourtant toi en tant que spectateur, t'es accroché parce que l'intelligence de l'écriture de ce film, c'est qu'il vient te placer aux côtés de Johan, aux côtés de la police judiciaire. Et toi en tant que spectateur, t'as réellement l'impression d'être un membre de la PJ et t'essayes d'analyser toutes les scènes, tu regardes les expressions faciales des personnages, tu as des doutes aussi, évidemment, comme les personnages, et donc, nous, en tant que spectateurs, on mène cette enquête. La Nuit du 12, c'est un film qui a une ambiance atypique, qui va changer du tout au tout en l'espace de 2 scènes. Il y a de la pure angoisse à certains moments, on a les scènes de drame, évidemment, lorsque les proches de Clara sont interrogés, lorsqu'ils vont annoncer la nouvelle à la mère de Clara, c'est absolument déchirant, lorsqu'ils vont interroger sa meilleure amie également. Mais à côté de ça, on a aussi des scènes d'humour potache, même entre collègues, qui viennent apporter un rythme particulier, comme je le disais, où on change du tout au tout. Le film vient donc allier des scènes qui font avancer l'enquête d'un côté, et de l'autre des scènes de vie quotidienne qui viennent
un peu égayé en quelque sorte, puisque le personnage de Bully Lanners le dit très très bien, c'est qu'ils font un drôle de métier. Ils soulignent souvent l'étrangeté de leur métier et à quel point finalement la journée t'es là en train de résoudre une enquête et puis le soir pour détendre entre collègues tu fais des blagues potaches. D'ailleurs je tenais aussi à rajouter que ces scènes de vie quotidienne ça contribue à l'effet de faire partie de la bande comme j'évoquais un peu plus tôt. Le film questionne aussi le rapport entre les hommes et les femmes, ça se voit à travers le personnage de la meilleure amie de Clara qui lorsqu'elle est interrogée dit mais vous savez, moi je vais vous dire pourquoi est-ce que Clara elle est morte parce que c'était une femme. C'est une scène durant laquelle elle pleure et elle ne cesse de répéter mais non, ce n'est pas elle, ce n'est pas elle. Et bien sûr, c'est pas cette pauvre Clara, elle est la victime, elle est absolument pas responsable de ce qui lui est arrivé. Et pourtant, la direction que prenait l'interrogatoire voulait dire finalement, cette jeune femme, elle a quand même eu beaucoup de conquêtes amoureuses, est-ce que ça serait pas de sa faute si elle s'est fait tuer? Et on a sa meilleure amie qui rétorque mais vous me donnez l'impression là de l'accuser parce que tout le temps on l'interroge sur les conquêtes qu'a eu sa meilleure amie et comme elle explique, mais Clara certes elle cumulait les conquêtes mais ce n'était en aucun cas une raison de l'assassiner et en fait ça semble tellement absurde dit comme ça que on comprend même pas comment les interrogatoires peuvent prendre une direction pareille. Un autre polar sorti la même semaine d'ailleurs, le 13 juillet, c'était assez riche cette semaine là. C'est Les Nuits de Mashhad par Ali Abbasi. Les Nuits de Mashhad, c'est un film qui est à la fois un polar mais aussi un portrait de la société iranienne. Le film prend place à Mashhad et nous suivons une journaliste qui va enquêter sur un tueur en série qui s'en prend uniquement aux prostituées. Un tueur en série qui prétend purifier la souillure de la ville au nom de la religion. Comme je le disais, c'est une enquête mais aussi un film qui vient sonder la société iranienne parce que ces deux personnages en fait on va les suivre en parallèle. D'un côté, on va suivre donc l'enquête menée par la journaliste, et de l'autre, le tueur en série lorsqu'il commet ses crimes. Et chacun de ces personnages, en fait, va permettre d'aborder une certaine thématique. Pour la journaliste, c'est la place des femmes dans la société iranienne. C'est-à-dire que, ça se voit dès le début, elle va arriver dans un hôtel et on va lui dire « Mais attendez, vous n'êtes pas mariés, donc non, vous n'aurez pas de chambre ». Ou bien encore, à un autre moment, elle va aller voir le corps d'une des prostituées qui a été tuée et on va lui dire non mais vous approchez pas, c'est pas pour les femmes. Donc voilà, on a toutes ces questions sur la place des femmes dans la société iranienne, aussi à travers les prostituées évidemment, qu'est-ce qui les pousse à se tourner vers ça et la manière à laquelle elles sont perçues par le public. Justement, ça vient faire un lien avec le personnage du tueur en série qui lui est un fanatique religieux qui tue au nom de la religion et c'est assez surprenant parce que le film, dans sa deuxième partie, on est sur son procès et on va voir à quel point l'opinion publique le soutient parce que l'opinion publique dit non mais de toute manière il a permis de débarrasser la ville de la débauche. Sans oublier la place d'institutions qui essayent d'éviter le sujet au maximum. C'est un fait divers qui a eu lieu dans les années 2000, en 2001 plus particulièrement. Effectivement à l'époque ça n'avait pas été énormément médiatisé. La caméra est crue. Moi je me souviens en sortant de salle d'avoir entendu ces trois petites dames qui parlaient et qui disaient « Ah non mais t'as pu regarder !» Ah moi je regardais les fauteuils devant moi, je détournais les yeux, je pouvais pas regarder ça. Et effectivement, la caméra, lorsque ce tueur vient assassiner les prostituées, elle ne détourne pas le regard en fait. La caméra reste concentrée sur leur visage, sur leurs yeux qui deviennent rouges, sur leur visage qui bleuit. La scène, c'est un silence total, il n'y a pas de musique, on entend simplement les mains du tueur qui se resserrent autour de leur gorge. Enfin, c'est terrible, c'est extrêmement graphique finalement. Et je peux m'empêcher de me dire que Ali Abbasi, c'était peut-être aussi une volonté de sa part de dire bah vous voyez, à l'époque vous avez passé ça sous silence, mais là je vous montre ce qui s'est réellement passé. Dernier film qui lui aussi va rentrer dans mon top de l'année, c'est le nouveau Rodrigo Sorogoyen et waouh. Bref, il s'agit d'Asbestas, donc sorti le 20 juillet. Dans ce film, on suit un couple de Français interprétés par Denis Ménochet et Marina Foïs qui sont installés en Galice et qui ont développé une exploitation maraîchère biologique. Sauf qu'un grave conflit de voisinage va éclater. Asbestas, c'est un film qui est d'une tension rare. Les scènes se terminaient et j'étais obligée de reprendre mon souffle en fait, à tel point le film est irrespirable. On regarde Asbestas avec le souffle coupé. À tel point que toi-même tu deviens parano parce que à n'importe quel moment tu es persuadé que les voisins vont finir par s'en prendre à nos protagonistes d'une manière ou d'une autre. Tu n'es jamais serein devant ce long métrage. C'est assez brillant, notamment dans la maîtrise de la profondeur de champ. Je pense à deux séquences en particulier. La première c'est une séquence en forêt dans laquelle le personnage de Denis Ménochet est suivi par
par deux de ses voisins et on a des apparitions, disparitions derrière les arbres. Il y a une réelle maîtrise voilà, du chant. Ou bien encore, lorsqu'on est en pleine nature, on a le sentiment de se sentir oppressé. Et ça c'est assez brillant parce que pourtant on est face à des étendues de plaine, à des petites montagnes aussi. Donc c'est des grands espaces verts et pourtant nous on est tellement oppressés que on a l'impression d'être en huis clos. Et pour tout vous dire, on a appris il y a quelques jours que Asbestas est présélectionné pour représenter l'Espagne aux Oscars. Passons aux séries et la première, je suis un peu déçue parce que c'est une série que j'affectionne énormément et qui est sur le déclin. D'ailleurs Netflix a annoncé hier au moment où je tourne cette vidéo, que cette série serait renouvelée pour une 4e et dernière saison. Il s'agit de Umbrella Academy. Dans cette série, on suit la famille Hargreaves. Pour resituer le contexte, je vais prendre le synopsis sur mon ordinateur, ce sera bien plus simple. En 1989, le même jour, 43 bébés sont inexplicablement nés de femmes qui n'étaient pas enceintes et que rien ne relie. Sir Reginald Hargreaves, un industriel milliardaire, adopte 7 de ses enfants et crée l'Umbrella Academy pour les préparer à sauver le monde. La particularité de ces enfants étant qu'ils possèdent tous des super pouvoirs. Ces enfants, ils sont désormais devenus trentenaires et doivent se préparer à l'apocalypse imminente. Umbrella Academy, c'est une série à laquelle je suis profondément attachée, d'abord pour ses personnages. Je pense qu'on a tous au moins un membre de la famille qu'on affectionne particulièrement. Pour ma part, c'est Five. Ça fait quelques années maintenant que j'ai commencé la série et voilà, je suis toujours aussi attachée au personnage de Five. Mais donc il y a ça, il y a aussi les relations conflictuelles entre les frères et sœurs qui donnent lieu à des échanges très dynamiques et des échanges assez jouissifs quand même pour la plupart du temps. Et surtout, les scènes d'action sont portées par une bande originale pop et rock. Sauf que c'est quelque chose qui se perd dans cette nouvelle saison. Déjà parce que les menaces de fin du monde, il y en a une à chaque saison, ça fonctionne en fait toujours de la même manière. On t'introduit une menace, nos personnages essayent de la vaincre et puis finissent par la vaincre. Et puis bam, la saison se termine, on t'introduit une nouvelle menace. Il y a ça, dans cette saison aussi, les relations entre nos personnages sont bien moins intéressantes, on sent qu'on a un peu tiré sur la corde on va dire, et selon moi il est temps que ça se termine, d'autant plus que ces fameuses séquences musicales dont je vous parlais, il y en a beaucoup moins, ou en tout cas elles sont beaucoup moins marquantes que dans les premières saisons, et bah ouais je suis déçue forcément parce que Umbrella Academy, moi c'est une série comme je disais que j'affectionne énormément et je suis triste de la voir sur le déclin de cette manière. Une autre série que j'ai détestée, et bon bah pour le coup on a appris ce matin qu'elle ne serait pas renouvelée donc ça c'est fait, c'est la série Resident Evil. Resident Evil, ce sont avant tout des jeux vidéo qui ont été adaptés à maintes reprises sur nos écrans, en film et bah là en série, et on va pas se mentir, ça n'a jamais été très concluant. Et cette nouvelle série le confirme une nouvelle fois. Cette fois-ci, nous sommes donc à Raccoon City, ville iconique des jeux vidéo, dans laquelle une entreprise va créer Joy, une drogue capable de rendre les gens heureux. Sauf que forcément ces expériences vont dégénérer et vont créer une apocalypse zombie. La série prend place sur deux temporalités. D'un côté, nous suivons deux jeunes sœurs dans le passé qui vont assister au début de l'apocalypse zombie et dont le père travaille, donc le père Albert Wesker, antagoniste iconique des jeux vidéo, travaille dans le laboratoire. Et de l'autre côté, nous suivons l'une de ces deux sœurs dans le présent lorsqu'elle doit combattre des zombies tout simplement. Le problème c'est que la série elle a du mal à jongler entre ces deux temporalités et ne cesse de faire des allers-retours entre ces deux moments. Le passé, certes, est intéressant, enfin moi c'est vraiment ce que j'ai apprécié, voir ces deux sœurs tenter de percer le mystère de ce grand laboratoire. C'était assez intriguant, même si elles restent assez insupportables dans leur caractère. Honnêtement, je crois qu'il est difficile de s'attacher à n'importe quel personnage parce qu'ils sont tous insupportables dans leurs décisions, tous persuadés d'avoir raison et aucun d'entre eux n'est capable de se remettre en question. Ce qui fait qu'on a des échanges entre des personnages qui refusent d'écouter l'autre. On leur demande pas forcément de comprendre ou d'accepter leur point de vue, mais simplement de les écouter, de les laisser parler, ce qui n'est pas le cas dans cette série. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette série existe. Elle n'a rien à raconter, elle est similaire à tout ce qui a déjà été fait auparavant, et en plus de ça, c'est bien moins agréable à regarder que ses prédécesseurs. Enfin, dernière série, c'est bien plus sympathique, il s'agit de la série Miss Marvel, donc qui a achevé sa diffusion ce mois-ci, au mois de juillet. Dans cette série, nous suivons Kamala Khan, une jeune lycéenne musulmane qui vit à Jersey City et qui rêve d'être une super-héroïne. Elle est fan des super-héros, plus particulièrement de la grande Captain Marvel, et elle rêve elle-même d'avoir des pouvoirs. Ce qui va arriver lorsqu'elle va enfiler des bracelets offerts par sa grand-mère qui vont lui conférer donc des super pouvoirs.
Pour avoir lu les comics, j'aime beaucoup le personnage de Kamala Khan, qui est un personnage frais, un personnage moderne qui s'inscrit dans l'air du temps. C'est une adolescente qui aime écrire des fanfictions et je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître en elle. Cette série tourne beaucoup autour de la culture musulmane. Elle évoque notamment la partition des Indes, donc c'est un événement qui a entraîné un grand déplacement des populations. D'un côté le Pakistan à majorité musulmane et de l'autre l'Inde à majorité hindoue. Évidemment c'est évoqué de manière assez superficielle, on va pas dans les détails, mais toujours est-il que j'apprécie cette idée-là que Marvel a d'inclure plus de diversité dans ses programmes. Malheureusement, Miss Marvel, ça reste un programme qui s'inscrit dans l'univers Marvel et donc qui respecte ce même schéma que les précédentes séries Marvel. Autrement dit, un scénario assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour Moon Knight, c'était la culture égyptienne, ici c'est la culture musulmane. WandaVision, c'était le thème des années... le thème des séries télé. Plein d'idées qui sont proposées au début de chaque série, sauf que au fur et à mesure que l'intrigue avance, on retombe dans quelque chose de bien plus basique, de bien plus similaire à ce que l'univers Marvel fait. Autrement dit, les clichés de la production super-héroïque. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur du mois en commentaire, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.